Véronique Sanson, Paris, mars 2005. Sur un plateau de télévision, une femme de 55 ans est assise à côté de son fils. Ses cheveux blonds tombent sur ses épaules. Elle sourit, elle plaisante, puis son visage change lorsque la conversation arrive sur un mot qu'elle a longtemps évité. Alcoolique. Elle explique que les siens savaient, ils voyaient les bouteilles, les changements d'humeur, les soirées qui finissaient mal, mais personne ne prononçait le mot. Sa famille fermait les yeux et, de son côté, elle croyait encore cacher ce que tout le monde avait déjà compris. À côté d'elle, son fils Christopher écoute. C'est lui qui l'a aidé à sortir de ce piège. Cette femme est Véronique Sanson. 33 ans plus tôt, en 1972, la France découvre une jeune pianiste qui ne ressemble à personne. Elle écrit ses chansons, compose des harmonies venues d'Amérique et chante comme si chaque phrase était une confidence trop urgente pour attendre. Son premier album s'appelle « Amoureuse ». Il contient « Besoin de personne ». Le titre devient presque une définition publique. Une jeune femme libre, rapide, indépendante, capable de construire seule sa musique. La réalité est plus fragile. Michel Berger produit ses premières chansons et partage sa vie. Puis, au début de l'année 1973, elle part brutalement. Elle dit qu'elle va acheter des cigarettes. Elle ne revient pas. Elle rejoint aux États-Unis Stephen Stills, immense musicien américain qu'elle épouse quelques semaines plus tard. De l'extérieur, c'est un roman. Un ranch dans le Colorado, des studios californiens, des musiciens célèbres, un fils, Christopher, né en 1974. Musicalement, cet exil l'agrandit. Ses disques deviennent plus rock, plus amples, plus sombres. Mais le mariage se transforme en relation douloureuse. Des années plus tard, Véronique Sanson parlera elle-même de la peur et des violences physiques vécues auprès de Stephen Stills. Elle protège son enfant, continue d'écrire, revient chanter en France et apprend à vivre entre deux continents. Elle tient parce qu'elle travaille. Le problème est que le travail peut aussi cacher une maladie. Une artiste arrive à l'heure, s'assoit au piano, donne un concert magnifique. Alors, autour d'elle, chacun préfère croire que tout va bien. Le public ne voit que les 2 heures de lumière. Il ne voit pas le retour à l'hôtel, la solitude après la scène, la boisson utilisée pour faire descendre l'adrénaline, puis reprise le lendemain pour faire taire le manque et l'angoisse. Chez Véronique Sanson, la dépendance ne détruit pas immédiatement la carrière. C'est précisément ce qui la rend difficile à combattre. Elle continue de composer, d'enregistrer, de remplir des salles. Le talent devient un rideau derrière lequel la souffrance peut rester longtemps invisible. Un chanteur ivre peut être présenté comme un poète maudit. Une chanteuse ivre devient plus vite une femme incontrôlable, dont il faut avoir honte. Véronique Sanson le dira plus tard, on pardonne plus facilement l'alcoolisme à un homme. Alors elle se tait, et le déni collectif protège la maladie. Puis Christopher intervient. Il n'est plus le petit garçon que sa mère essayait de protéger en Amérique. Il est devenu musicien, adulte, capable de lui renvoyer une image qu'elle ne peut plus contourner. Il ne lui demande pas d'être une légende. Il lui demande de rester vivante. Véronique Sanson accepte de se faire aider. En 2004, elle revient avec l'album Longue Distance. Une chanson, La douceur du danger, parle de ce piège et est dédiée à Renaud, autre chanteur prisonnier de l'alcool. L'année suivante, le documentaire La douceur du danger montre une femme qui ne cherche plus à protéger sa légende. Elle raconte sa dépendance, sa famille, son fils et le chemin du sevrage. À la fin, elle ne prononce pas une grande formule. Elle dit simplement qu'elle l'a fait. Elle l'a fait. Cette première histoire ne se termine donc ni dans une chambre d'hôtel, ni dans un cimetière. Elle se termine devant un piano, avec une femme toujours debout. Mais survivre n'efface pas les années perdues, la peur de l'enfant, ni l'épuisement de ceux qui ont attendu qu'elle accepte enfin de voir. Véronique Sanson n'a pas été sauvée par les applaudissements. Elle a été sauvée le jour où, dans le silence d'une famille, quelqu'un a osé appeler la maladie par son nom. Richard Boranger. Chez Véronique Sanson, le fils a fini par briser le silence. Dans l'histoire suivante, ce sont une épouse et des enfants qui ont appris à vivre avec un homme capable d'être bouleversant à l'écran et épuisant dès que la caméra s'éteignait. Paris, février 1988. Sur la scène du théâtre de l'Empire, un acteur reçoit le César du meilleur acteur pour Le Grand Chemin. Il porte une veste sombre, une chemise ouverte, et sa voix semble avoir traversé plusieurs nuits avant d'arriver jusqu'au micro. Il remercie, improvise, parle comme on écrit une lettre à 3 heures du matin.
Cet homme est Richard Bohringer. Le public connaît déjà son visage. Un front haut, des yeux clairs, une bouche qui peut devenir dure en une seconde. Dans Diva, il est Gorodich, l'homme calme au cigare, personnage presque immobile au milieu du danger. Dans L'Addition, il incarne un directeur de prison. Dans Le Grand Chemin, il devient un homme blessé, alcoolisé, incapable de faire le deuil de son enfant. Le rôle lui ressemble assez pour que la frontière entre l'acteur et le personnage devienne inconfortable. Bohringer ne vient pas d'une enfance tranquille. Né en 1942, il grandit longtemps loin de sa mère. Avant le cinéma, il écrit, voyage, cherche une place. Lorsqu'enfin la reconnaissance arrive, elle apporte ce que la gloire apporte souvent à ceux qui ont longtemps vécu dans le manque. De l'argent, des invitations, des nuits sans fin et l'impression que personne ne pourra plus leur dire non. L'alcool n'arrive pas seul. Il y a aussi la drogue, les dépenses, les disparitions, les promesses faites le matin et oubliées le soir. Des années plus tard, Richard Bohringer parlera lui-même de « l'alcool et la came ». Il ne cherchera pas à transformer cette période en aventure romantique. Il dira qu'il en est sorti et que, s'il rencontrait le jeune homme qu'il était, il lui conseillerait de faire attention, parce qu'un jour tout se paie. Le cinéma, pourtant, adore les visages qui portent des traces. Bohringer n'a pas besoin de fabriquer la fatigue, la peur ou la violence. Ses nuits sont déjà inscrites sous ses yeux. Sa voix cassée devient une signature. Ce qui détruit l'homme enrichit parfois l'acteur. Il obtient un premier César pour L'Addition, puis celui du Grand Chemin. Il écrit, chante, monte sur scène et donne l'image d'un homme fraternel, incontrôlable. Mais quelqu'un règle la facture. Sa femme, Astrid Marcouli, reste à ses côtés. Bohringer reconnaîtra qu'elle a eu beaucoup de mal avec lui et qu'elle a tout assumé. Ses enfants voient les deux versions du même homme, le père tendre, capable de mots extraordinaires, et celui que les produits transforment. Sa fille, Romane, deviendra actrice. Dans sa propre vie, elle parlera de l'alcool comme d'un ennemi. Chez les enfants de personnes dépendantes, le verre n'est jamais un simple objet. Il contient le souvenir de toutes les fois où un visage aimé a changé devant eux. Richard Bohringer finit par sortir de cette période. Il ne donne pas à sa guérison une date parfaite, parce que les vies réelles n'en ont presque jamais. Il parle plutôt d'une fuite réussie, d'un démon laissé derrière soi sans être totalement oublié. Il continue de jouer, d'écrire, de réciter ses textes. Son corps connaîtra d'autres combats, notamment contre la maladie, mais il ne redeviendra pas l'homme des nuits anciennes. Voilà ce qui distingue son histoire de la précédente. Véronique Sanson a dû reconnaître une maladie qu'elle croyait cachée. Bohringer, lui, a dû renoncer à une légende que le cinéma trouvait magnifique, celle du poète sauvage que rien ne peut atteindre. Il a survécu. Pas parce qu'il était plus fort que les autres, pas parce que les excès avaient quelque chose de noble. Il a survécu parce qu'à un moment, après les Césars, les rôles et les grands discours, il a compris qu'un homme ne peut pas éternellement utiliser son propre corps comme matériau artistique. À l'écran, ses cicatrices lui appartenaient. À la maison, toute sa famille les portait avec lui. Renaud. Richard Bohringer avec une voix que les excès rendaient plus cinématographique. Pour l'homme suivant, la voix n'était pas seulement un instrument, elle était son identité entière. Et l'alcool a fini par attaquer précisément cet endroit. Paris, 2017. Dans un studio, un chanteur de 65 ans se place devant un microphone. Le texte est là, la mélodie est connue. Mais entre l'air qui sort de ses poumons et la note qu'il voudrait produire, quelque chose ne répond plus comme avant. La voix autrefois nasale, insolente, immédiatement reconnaissable est devenue faible, rugueuse, parfois presque parlée. Cet homme est Renaud. 40 ans plus tôt, il arrive avec un foulard rouge, un blouson noir et des mots que la chanson française n'avait pas l'habitude d'entendre. Il chante les loupards, les HLM, les banlieues, les copains, les enfants, les colères politiques et les petits gestes de tendresse. Laisse Béton paraît en 1977. Puis viennent Hexagone, Marche à l'ombre, Mistral gagnant, Morgane de Toi. Renaud ne possède pas la voix parfaite d'un chanteur classique. Il possède mieux, une voix que personne ne peut confondre avec une autre. Dans les années 80, il devient l'un des artistes les plus aimés du pays. Ses chansons entrent dans les cuisines et les voitures. Il peut être agressif dans un couplet et bouleversant dans le suivant. Lorsqu'il chante pour sa fille Lolita, le personnage du provocateur disparaît et laisse apparaître un père qui voudrait arrêter le temps. Puis les pertes s'accumulent. Les amis meurent,
Les époques changent, le sentiment d'être utile se fragilise. Renaud traverse des périodes de dépression. L'alcool, déjà présent dans le décor, devient une réponse quotidienne. Le pastis et les cigarettes ne servent plus à accompagner une soirée. Ils organisent la journée. Autour de lui, la France fabrique un surnom, Renard. Renard, c'est l'autre Renaud. Celui qui boit, s'isole, parle avec difficulté, repousse les personnes venues l'aider. Comme Gainsbourg chez Gainsbourg. Ce double permet au public de raconter la chute comme un spectacle. On peut rire du personnage, commenter son apparence, attendre son prochain retour. Mais pour la famille, il n'existe pas deux hommes. Il n'y en a qu'un, et c'est celui qu'il faut réussir à joindre derrière l'alcool. Sa fille Lolita grandit avec cette inquiétude. Plus tard, elle évoquera les années de son adolescence marquées par l'alcoolisme de son père et le rôle de sa mère, Dominique, qui a tenté de protéger la famille. Renaud rencontre ensuite Romane Cerda. Ils se marient en 2005 et ont un fils, Malone. Pendant un temps, cette nouvelle vie semble offrir un point d'appui. Mais on ne guérit pas une dépendance avec une histoire d'amour. Romane Cerda racontera que l'alcool a progressivement rendu leur relation malsaine et a participé à la destruction du couple. Là encore, il faut résister à une formule trop simple. Une séparation ne possède jamais une seule cause. Mais lorsque chaque repas, chaque déplacement et chaque conversation doivent tenir compte de ce qu'une personne a bu, l'alcool devient un troisième partenaire. Il est toujours présent, même lorsque la bouteille n'est pas dans la pièce. Le prix le plus visible est sa voix. Renaud lui-même ne cherche pas à la défendre avec des mots élégants. Il sait ce que le tabac, l'alcool, l'âge et les accidents de santé lui ont pris. Pourtant, il continue de chanter, non pas comme en 1985, ce qui serait impossible, mais avec ce qu'il reste. Au milieu des années 2020, il affirme ne plus toucher à l'alcool depuis plusieurs années. Il marche, fait du sport, travaille sa santé et remonte sur scène. La sobriété n'a pas rendu au chanteur son ancienne voix. Elle lui a rendu ses matinées. C'est moins spectaculaire, mais beaucoup plus précieux. L'histoire de Renaud n'est donc pas celle d'un artiste mort de l'alcool. C'est celle d'un artiste dont le public a vu l'alcool prendre successivement la voix, le couple, le temps et la confiance, avant de voir l'homme récupérer une partie de sa vie. Il chantait autrefois qu'il voulait arrêter le temps. Il lui a fallu des décennies pour comprendre qu'avant d'arrêter le temps, il fallait cesser de le boire. Serge Reggiani. Renaud a vu ses enfants grandir autour de sa maladie. Serge Reggiani, lui, est tombé après avoir perdu un enfant adulte. Chez lui, le verre n'a pas commencé comme une fête, il a commencé comme une anesthésie. Mougins, 29 juillet 1980. Dans une maison du Midi, un homme de 35 ans entre dans la chambre de son père. Il s'allonge sur le lit et met fin à ses jours avec une arme à feu. Il s'appelle Stéphane Reggiani. Il est chanteur lui aussi. Il a enregistré des disques, partagé la scène avec son père et essayé, sans jamais vraiment y parvenir, de sortir de son ombre. À l'enterrement, Serge Reggiani prononce une phrase terrible. « Le vrai chanteur de la famille, dit-il, c'était toi. » Peut-être un peu tard. Avant ce jour, Serge Reggiani a déjà vécu plusieurs vies. Né en Italie en 1922, il arrive en France avec sa famille pour fuir le fascisme. Il devient acteur au théâtre, puis au cinéma. Son visage semble fait pour les hommes qui ont trop compris et n'en tirent aucune consolation. Puis, à plus de 40 ans, il devient chanteur. La scène française découvre une voix grave qui ne cherche pas à séduire. Reggiani dit les mots comme un acteur qui connaîtrait déjà la fin. Le déserteur, Ma liberté, Sarah, les loups sont entrés dans Paris. Il chante Boris Vian, Moustaki, Dabadi. Il ne ressemble pas aux jeunes vedettes des années 60. Il ressemble à un homme qui apporte sur scène une vie entière. Son fils Stéphane tente la même route. Il possède du talent, mais le nom Reggiani ouvre les portes en même temps qu'il enferme. Le public vient voir le père, les critiques comparent. Dans les spectacles partagés, la présence de Serge prend presque toute la lumière. Stéphane traverse des difficultés professionnelles et personnelles. Lorsque son mariage s'effondre et que sa carrière ralentit, il choisit la chambre de son père pour mourir. Le lieu transforme le deuil en condamnation. Serge Reggiani ne perd pas seulement son fils. Il doit continuer à vivre dans une histoire où chaque souvenir peut devenir une accusation. Après le suicide de Stéphane, il sombre dans la dépression et dans une dépendance alcoolique profonde. L'alcool ne lui offre pas l'oubli. Il lui permet seulement de déplacer la douleur de quelques heures. Il continue pourtant à se produire. Comme chez Véronique Sanson, le travail donne l'illusion que l'homme tient encore.
Une salle remplie, un texte parfaitement dit, une émotion intacte. Comment admettre qu'après le spectacle, celui qui vient de donner tant de force au public n'en possède plus assez pour se sauver lui-même? Les années passent, le corps se fatigue, la famille s'inquiète. Et cette fois, c'est un autre fils, Simon, qui refuse de regarder sans agir. Au début des années 90, Simon Reggiani pousse son père à entrer dans le service d'alcoolologie de l'hôpital de Saint-Cloud. Il ne transforme pas cette épreuve en secret familial. Il en fait un film, de force, avec d'autres. Le titre dit tout. Serge n'est pas arrivé seul, héroïque, après une décision parfaite. Il a fallu le conduire vers les soins, le placer parmi d'autres malades, lui retirer le privilège dangereux de la célébrité. À l'hôpital, il n'est plus Reggiani, il est un patient. Cette égalité le sauve. Il suit la cure, affronte le manque et sort de la dépendance. Par la suite, il revient sur scène, se met aussi à peindre, continue d'interpréter ses chansons où la liberté, le temps et la perte semblent désormais posséder un poids supplémentaire. Il vivra jusqu'à 82 ans et mourra d'une crise cardiaque en 2004. L'alcool ne l'a donc pas tué, mais il a failli terminer le travail commencé par le deuil. Le cas de Serge Reggiani est différent des précédents parce que la guérison elle-même est devenue une œuvre. Son fils Simon a filmé ce que tant de familles cachent, les négociations, la honte, la contrainte et le moment où aimer quelqu'un signifie ne plus accepter ses excuses. Stéphane n'a pas pu être sauvé. Des années plus tard, son frère a sauvé leur père. Serge Reggiani a bu pour anesthésier une douleur précise, née un jour de juillet. Chez Françoise Sagan, l'autodestruction n'a pas de date unique. Elle commence avec la gloire, la vitesse et l'impression, à 19 ans, que la vie entière vient de lui être offerte sans limitation. Paris, mai 1954. Une jeune fille mince pousse la porte des éditions Julliard. Elle porte les cheveux courts et possède le visage sérieux d'une lycéenne qui aurait mal dormi. Son premier roman vient de paraître. Il s'appelle « Bonjour Tristesse ». En quelques semaines, le livre devient un événement. François Mauriac l'a décrit comme un charmant petit monstre. La presse observe ses vêtements, ses amours, ses nuits et ses réponses ironiques. La jeune Françoise Coiré a choisi le nom de Sagan dans l'œuvre de Proust. Ce nom, bientôt, ne désigne plus seulement une écrivaine. Il devient une manière de vivre. Elle gagne de l'argent et veut immédiatement acheter une voiture. Les Jaguars, les Aston Martin, les casinos, les boîtes de nuit et le whisky construisent autour d'elle une image irrésistible, celle d'une jeune femme qui refuse toutes les prudences bourgeoises. Sagan écrit vite, conduit vite, aime vite et dépense comme si l'argent n'avait aucune mémoire. La France des années 50 regarde cette liberté avec fascination et inquiétude. Le 14 avril 1957, sur une route près de Milly-la-Forêt, son Aston Martin quitte la chaussée. Sagan a 21 ans. La voiture est détruite. La romancière, grièvement blessée, reste entre la vie et la mort. Les médecins lui administrent un puissant dérivé de la morphine contre la douleur. Elle survit à l'accident. Mais elle sort de l'hôpital avec une nouvelle prison. La dépendance aux médicaments est si forte qu'une cure de désintoxication devient nécessaire. Sagan racontera cette expérience dans Toxique, journal bref et précis d'un corps qui réclame ce qui le détruit. À 22 ans, elle sait donc déjà que la volonté et l'intelligence ne suffisent pas. On peut observer sa propre dépendance avec une lucidité parfaite et rester incapable de lui échapper. Après le médicament, viendront d'autres produits, l'alcool, le jeu et les nuits. Chez elle, rien ne peut être isolé. Le whisky appartient au casino, le casino à l'argent à la vitesse au besoin de sentir la vie plus intensément. Pendant ce temps, elle continue d'écrire. Pendant ce temps, le personnage Sagan mange la femme qui écrit. Les journalistes veulent le bruit des glaçons, la tôle froissée, les dettes et les scandales. Elle-même s'en amuse, parce que l'élégance est sa manière de ne pas se plaindre. Elle résume son image avec humour. Whisky, Ferrari et jeux sont plus distrayants que tricot, maison et économie. La formule est brillante. La facture l'est moins. Les gains immenses disparaissent. Le fisc réclame des sommes considérables. Les amitiés deviennent parfois des systèmes de secours. La santé se dégrade. Les affaires judiciaires liées aux stupéfiants ajoutent la honte publique aux dépendances privées. On continue pourtant à photographier Sagan avec une cigarette et un sourire, comme si le style pouvait transformer l'épuisement en choix esthétique. Françoise Sagan a offert aux femmes une image rare.
celle d'une personne qui gagne son argent, conduit ses voitures, choisit ses amours et ne demande pas pardon. Mais la liberté suppose encore de pouvoir dire non. À la fin de sa vie, elle est malade, affaiblie et ruinée. Elle dépend de l'aide de proches fidèles. Lorsqu'elle meurt en septembre 2004, à 69 ans, la France salue l'écrivaine, mais répète encore la légende des voitures et du whisky. Comme si une vie de 50 années de littérature pouvait tenir dans le tintement d'un glaçon. Françoise Sagan n'a jamais cessé d'être lucide. C'est peut-être ce qui rend son histoire si douloureuse. Elle connaissait le mécanisme, savait décrire le piège, voyait le personnage public se refermer sur elle. Mais comprendre une porte ne signifie pas toujours posséder la force de l'ouvrir. Elle avait intitulé son premier livre « Bonjour tristesse ». Le Monde y a vu une provocation de jeune fille. C'était peut-être déjà une présentation. Maurice Ronet. Françoise Sagan a vu sa légende recouvrir son œuvre. Maurice Ronet a connu un piège différent. Le cinéma lui a donné, film après film, le visage exact de l'homme qu'il risquait de devenir. Paris, 1963. Dans une chambre aux rideaux fermés, un homme se réveille habillé. Près du lit, il y a des cigarettes, des verres et le désordre d'une nuit qui n'a rien résolu. Il ouvre les yeux avec l'expression de quelqu'un qui ne découvre pas le matin, mais la prolongation d'une peine. Cet homme s'appelle Alain Leroy. Il est le personnage principal du Feu follet de Louis Malle, adapté de Drieux-La Rochelle. Alain sort d'une cure de désintoxication. Ses amis veulent le convaincre que la vie l'attend encore. Lui traverse Paris, regarde leur réussite, leur famille, leur certitude, et ne trouve nulle part une raison suffisante pour rester. L'acteur qui lui prête son visage est Maurice Ronet. Il a 36 ans. Il est beau sans douceur, élégant sans paraître heureux. Le public l'a déjà vu dans Ascenseur pour l'échafaud, également réalisé par Louis Malle, puis face à Alain Delon dans Plein Soleil. Delon incarne la lumière dangereuse, l'ambition, le mouvement. Ronet, lui, semble porter une fatigue plus ancienne. Même immobile, il donne l'impression d'un homme sur le point de partir. Ce talent fera sa carrière. Maurice Ronet devient l'un des grands acteurs français des années 60 et 70. Il joue les séducteurs, les bourgeois ambigus, les hommes compromis et les perdants magnifiques. Il peint, joue de la musique, lit et rêve d'écrire, mais doute de sa propre capacité à créer. Ce doute ne se voit pas sur les photographies. On y voit un homme entouré de femmes célèbres, assis dans les établissements à la mode, parfaitement adapté au Paris nocturne. L'alcool semble appartenir à son allure comme la veste, la montre ou la cigarette. Peu à peu, il cesse d'être un accessoire. Des proches et des biographes décrivent des soirées où Ronet boit jusqu'à s'effondrer. L'alcool réveille parfois chez lui une violence que son calme public dissimule. On le ramène chez lui ivre-mort. Il tourne le lendemain, recommence, entretient lui-même l'image de l'homme désenchanté que le cinéma lui demande d'incarner. Il faut être prudent devant cette ressemblance. Un acteur n'est pas son personnage. Le Feu follet n'est pas un documentaire sur Maurice Ronet. Et pourtant, lorsqu'un homme interprète avec une précision exceptionnelle la solitude, l'alcool et le refus d'entrer dans la vie, puis passe ses nuits à tenter d'échapper au même mal-être, le film devient difficile à regarder sans entendre un écho. À la fin des années 70, il partage sa vie avec Joséphine Chaplin, fille de Charlie Chaplin. Leur fils, Julien, naît en 1980. Pour la première fois, quelque chose ressemble à un porc. Mais le corps a déjà commencé à présenter ses comptes. En 1980, les médecins diagnostiquent un cancer du poumon. Il continue malgré tout à tourner. On le voit encore dans Beau-père et dans La Balance. Il travaille presque jusqu'au bout, comme si un plateau pouvait tenir la maladie à distance. Maurice Ronet meurt le 14 mars 1983, à 55 ans. Il ne faut pas dire que l'alcool l'a tué. Son décès est dû au cancer. Le tabac, l'épuisement et les excès appartiennent à l'histoire de son corps. Mais aucun récit honnête ne doit transformer une vie complexe en équation médicale inventée. L'alcool lui a pris autre chose. Il a nourri la fuite, abîmé des relations, réveillé la violence et transformé le désenchantement en habitude quotidienne. Il a rapproché dangereusement l'homme de cette galerie de personnages qui semblaient toujours vivre après la fin de leurs illusions. Maurice Ronet est enterré à Beaunieu, dans le Luberon, près de la maison où il cherchait refuge. Dans Le Feu follet, son personnage explique qu'il n'a pas très envie de rentrer dans la vie. Maurice Ronet, lui, y est entré. Mais pendant trop longtemps, il a laissé un verre lui indiquer la sortie.
Bernard Dimet. Maurice Ronet buvait dans les lieux élégants où le cinéma français venait montrer sa réussite. Bernard Dimet appartient à un autre Paris, celui des comptoirs de Montmartre, où un homme sans argent pouvait payer sa soirée avec un poème. Paris, rue Le Pic, au début des années 60. Il est tard. Dans un bistrot, un homme massif occupe plus de place que sa chaise. Il porte une veste froissée, parle fort, improvise des alexandrins et transforme les clients en personnages. Sur la table, les vers se succèdent. Quelqu'un lui donne une feuille. Quelques minutes plus tard, les mots sont là, avec leur rythme et leur évidence. Cet homme est Bernard Dimet. Il est né en 1931 à Nogent, en Haute-Marne. Avant Paris, il travaille à la radio, écrit, peint sous le nom de Zelter. À 25 ans, il monte à Montmartre et n'en redescendra presque plus. Il fréquente les cabarets, les bouquinistes, les artistes et les habitués des bars. Dans ce quartier, il trouve à la fois son sujet, son public et sa perte. Dimet écrit pour les autres. Ses textes seront chantés par Yves Montand, Charles Aznavour, Juliette Gréco, Mouloudji ou Henri Salvador. Il signe Mémère, Mon truc en plume et surtout Syracuse. Il parcourt le monde sur le papier. Dans la vie, il retourne au comptoir. Chez Dimet, l'alcool n'est jamais caché. Il apparaît dans ses poèmes et jusque dans le titre « Ivrogne et pourquoi pas ». Pour lui, le bistrot est un théâtre populaire rempli de solitude assise côte à côte. Au début, cette matière nourrit son œuvre. Il écoute les voix, recueille les histoires, invente des rimes. Il peut arriver ivre chez Henri Salvador et repartir en ayant donné naissance aux mots d'une chanson qui survivra à tous les deux. L'alcool semble délier une générosité déjà immense. Dimet distribue ses textes, son temps, ses formules. Il transforme la pauvreté en banquet verbal. Mais la bohème possède une comptabilité. Les droits d'auteur ne suffisent pas toujours. Les soirées coûtent. Le corps grossit, se fatigue, réclame davantage. Celui qui faisait rire au centre de la table devient aussi un homme que ses proches doivent ramener, soigner, attendre. Le poète des comptoirs ne peut plus quitter le décor qui a fabriqué sa légende. Yvette Cathiard partage 14 années de sa vie. Après sa mort, elle racontera cette relation dans un livre au titre sans illusion. La blessure de l'ogre. Le mot est juste. Dimet possède l'appétit, la tendresse, la colère et la démesure d'un ogre. Aimer un homme pareil, c'est recevoir des poèmes magnifiques et vivre avec ce qui les dévore. Une autre femme arrive tard dans son histoire. Dominique, sa fille, est née d'une liaison. Sa mère avait annoncé sa grossesse à Dimet dans une lettre restée sans réponse. Père et fille se rencontrent finalement à Montmartre en 1977. Dominique a 20 ans. Elle découvre un père déjà célèbre dans son quartier, déjà usé, mais capable de lui transmettre un nom et une langue. Il dispose de moins de 4 années. Dimet monte encore sur scène, enregistre ses poèmes et récite Le Bestiaire de Paris. Sa voix de table et de fin de nuit semble demander encore un peu de temps. Le 1er juillet 1981, Bernard Dimet meurt à l'hôpital Bichat. Il n'a pas encore 50 ans. Il laisse une centaine de textes devenus célèbres par la voix des autres. Il laisse aussi une légende dangereuse, celle du poète qui devait boire pour écrire. Rien ne prouve qu'un vers ait créé une seule de ces images. En revanche, tout indique que l'alcool et la précarité ont raccourci le temps pendant lequel il aurait pu continuer à les écrire. Montmartre a beaucoup aimé ces ivrognes. Il les a rendus drôles, fraternels, presque royaux. Mais lorsqu'un quartier transforme la chute d'un homme en folklore, il applaudit parfois ce qu'il devrait interrompre. Bernard Dimet rêvait de voir Syracuse. Il est mort à Paris, à quelques rues des comptoirs qui lui avaient donné un royaume et pris le reste du monde. Jacques Villeray. Bernard Dimet portait son excès devant tout le monde. Jacques Villeray avait eu l'inverse. Plus son visage devenait familier, plus la part la plus sombre de sa vie restait enfermée derrière le rire. Paris, février 1999. Au théâtre des Champs-Élysées, une salle entière se lève. Un petit homme au visage rond vient de recevoir le César du meilleur acteur pour Le Dîner de cons. Dans le film, il joue François Pignon, comptable passionné de construction en allumettes, invité à un dîner où des hommes riches se réunissent pour se moquer de leurs victimes. Le piège se retourne. Pignon, celui que tous prenaient pour un imbécile, devient le seul personnage auquel le public s'attache. Jacques Villeray vient de transformer la naïveté en triomphe. Il travaille depuis plus de 25 ans. Né en 1951 sous le nom de Jackie Bouffroura,
Il est élevé par Raymond Villeray et découvre plus tard l'identité de son père biologique algérien. Au cinéma, il peut être l'extraterrestre de la soupe aux choux, un dignitaire grotesque dans Papy fait de la résistance ou un villageois bouleversant chez Jean Becker. Le public aime surtout son rire, sa douceur et cette manière de sembler surpris par le monde. À la maison, un autre mécanisme s'installe. Jacques Villeray boit. Sa consommation devient une dépendance lourde, durable, connue de ses proches mais longtemps invisible pour le public. Son épouse Irina Tarasov parlera après sa mort de l'emprise de l'alcool et de ses effets sur leur vie commune. Ils se sont rencontrés au milieu des années 70, se sont mariés et ont vécu ensemble pendant près de 20 ans avant leur séparation. Son témoignage provoquera une controverse. La demi-sœur de l'acteur contestera certaines parties du récit d'Irina. Dans une histoire familiale, surtout après la mort de celui qui ne peut plus répondre, il faut accepter cette zone de désaccord. Nous ne savons pas ce qui s'est dit dans chaque pièce, ni qui a payé chaque dette. Mais un fait n'est pratiquement contesté par personne. Jacques Villeray était gravement malade de l'alcool, et son foie portait les conséquences de longues années de dépendance. Le rire a retardé la prise de conscience du public. Un acteur qui fait peur dans ses films peut inquiéter dans la rue. Villeray, lui, ressemble à quelqu'un que l'on veut inviter à déjeuner. Son personnage public protège sa maladie. Même lorsqu'il joue un homme alcoolisé ou malheureux, le spectateur croit voir une performance, puis rentre chez lui avec le souvenir d'une comédie. Pendant ce temps, les proches vivent avec les absences, les changements d'humeur et le corps qui s'abîme. Après sa séparation, Villeray continue de tourner. Le dîner de cons fait de lui une vedette absolue. Les enfants du Marais, Un crime au paradis et Effroyable jardin montrent un acteur au sommet de son art. Voilà pourquoi son histoire est si trompeuse. Les plus grands succès arrivent alors que la santé est déjà menacée. La carrière monte au moment où le corps descend. Dans les dernières années, il souffre notamment de diabète et d'une maladie hépatique. Il rencontre Séni, une femme avec laquelle il envisage une nouvelle vie. Des projets existent encore. À 53 ans, il n'est pas un vieil acteur arrivé au terme naturel de son parcours. Le 28 janvier 2005, Jacques Villeray meurt dans sa maison d'Évreux. La cause immédiate est une hémorragie interne liée à sa maladie du foie. Dire que l'alcool l'a tué simplifie le vocabulaire médical, mais ne trahit pas complètement le trajet. La dépendance avait participé à détruire l'organe dont la défaillance l'a emporté. La France découvre alors l'envers de François Pignon. Les livres paraissent, la famille se divise, et le public cherche le chagrin précis qui pourrait tout expliquer. Il n'existe probablement pas une seule réponse. Il y a une enfance, une identité, la célébrité, la solitude, la peur, et un produit qui finit par occuper toutes les places laissées vides. Dans le dîner de cons, les puissants invitent un homme pour rire de lui. Dans la vie, des millions de personnes ont ri avec Jacques Villeray, sans comprendre qu'après le dîner, il rentrait seul avec ce qui était en train de le tuer. Serge Gainsbourg. Jacques Villeray cachait sa dépendance derrière un personnage aimable. Serge Gainsbourg a fait exactement le contraire. Il a transformé sa propre dégradation en personnage public, puis il a découvert qu'un masque montré chaque soir finit par coller au visage. Paris, avril 1986. Sur le plateau de Champs-Élysées, Michel Drucker reçoit une jeune chanteuse américaine. Elle s'appelle Whitney Houston. Elle a 22 ans et sa carrière internationale commence à peine. À côté d'elle, un homme mal rasé tient une cigarette et parle d'une voix pâteuse. Il prononce en anglais une phrase obscène. L'animateur, l'invité et le public restent suspendus quelques secondes dans un malaise devenu depuis une image d'archive mondiale. Cet homme est Serge Gainsbourg. Mais beaucoup de Français disent alors que ce n'est plus Gainsbourg, c'est Gainsbar. Lucien Gainsbourg est né à Paris en 1928 dans une famille juive venue de l'Est. Enfant, il porte l'étoile jaune sous l'occupation. Son père, pianiste, lui transmet la musique. Le jeune homme veut d'abord peindre. Lorsqu'il comprend qu'il ne deviendra pas le grand artiste qu'il imaginait, il détruit une partie de ses tableaux et choisit la chanson. Il se rebaptise Serge Gainsbourg. Pendant les années 60, il écrit pour Juliette Gréco, France Gall et Brigitte Bardot. Il possède une science exceptionnelle des mots, des doubles sens et des mélodies. Avec Jane Birkin, il enregistre « Je t'aime, moi non plus ». Le Vatican condamne, les radios interdisent, le disque se vend. La provocation devient une méthode. Mais derrière elle se trouve un homme timide, persuadé d'être laid, qui utilise l'alcool pour entrer dans les pièces où Gainsbourg doit apparaître.
Il dira que l'armée l'a transformé en alcoolique. Qu'elle soit exacte ou reconstruite, cette origine montre la place ancienne de la boisson dans son récit personnel. En mai 1973, il subit une première crise cardiaque. Les médecins lui demandent de réduire le tabac et l'alcool. Gainsbourg répond par la provocation. Renoncer serait reconnaître la peur, et son personnage ne doit avoir peur de rien. Il continue à fumer, à boire, à travailler. Il compose Histoire de Mélodie Nelson, enregistre en Jamaïque, transforme la Marseillaise en reggae, écrit pour des dizaines d'interprètes. Artistiquement, il ne s'effondre pas. Physiquement, il se détruit. Lorsque Jane Birkin le quitte en 1980, la séparation accélère la métamorphose publique. Le costume se froisse, le visage gonfle, la parole ralentit. Gainsbourg apparaît de plus en plus souvent à la télévision. Il brûle une partie d'un billet de 500 francs pour protester contre l'impôt. Il insulte, séduit, choque, puis regarde le scandale produit comme un artisan examine son ouvrage. Le public attend cela de lui. Si Serge arrive sobre et calme, on lui demande où est Gainsbourg. La télévision veut l'homme au verre et à la cigarette, capable de faire dérailler le direct. La maladie produit de l'audience. Ses proches voient autre chose. Charlotte Gainsbourg grandit auprès d'un père aimant dont la dégradation est commentée dans tout le pays. Bambou partage avec lui la maison de la rue de Verneuil et lui donne un fils, Lucien. Les cendriers et les bouteilles appartiennent peu à peu au mobilier de la légende. Même la création absorbe la maladie. Dans Charlotte Forever, Gainsbourg joue un père veuf et alcoolique face à sa propre fille. L'œuvre entretient volontairement le trouble entre fiction, provocation et intimité. Il semble incapable de laisser une frontière intacte, ni entre l'art et la famille, ni entre le personnage et l'homme, ni entre le ver de scène et celui dont le corps dépend. Le 2 mars 1991, Serge Gainsbourg est retrouvé mort chez lui, rue de Verneuil. Il a 62 ans. Son cœur s'est arrêté. Là encore, une phrase honnête doit rester précise. Gainsbourg meurt d'une crise cardiaque. On ne peut pas attribuer médicalement son décès à une seule bouteille. Mais après une première alerte cardiaque, des décennies de tabac, d'alcool et de refus de ralentir, son corps ne possédait plus beaucoup de réserves. La France pleure le poète. Le président François Mitterrand le compare à Baudelaire et Apollinaire. Les mêmes images de Gainsbourg que l'on regardait avec amusement quelques années auparavant prennent soudain l'apparence de signaux que tout le monde avait vus et que personne ne voulait interrompre. Serge Gainsbourg avait créé Gainsbourg pour se protéger. La télévision l'a nourri, le public l'a réclamé. L'alcool l'a rendu permanent. À la fin, le double était devenu plus célèbre que l'homme qu'il devait aider à monter sur scène. Philippe Léotard. Serge Gainsbourg a transformé sa chute en spectacle national. Philippe Léotard, lui, a fini par ne plus pouvoir la mettre en scène. Il ne jouait plus l'homme détruit. Les producteurs ne savaient même plus s'il pourrait arriver vivant jusqu'au premier jour de tournage. Paris, février 1983. Pendant la cérémonie des Césars, un acteur de 42 ans reçoit le prix du meilleur acteur pour La Balance. Son visage est maigre, mobile, traversé par une inquiétude que la réussite n'efface pas. Dans le film, il joue Dédé Lafont, petit truand de Belleville devenu indicateur de police. Nathalie Baye, sa compagne à la ville, partage l'affiche. Au moment où toute une profession le couronne, Philippe Léotard semble enfin arriver. En réalité, la chute a déjà commencé. Il est né à Nice en 1940, dans une famille de 7 enfants. Une grave maladie l'immobilise pendant son enfance et il se réfugie dans les livres. Il devient professeur de lettres, puis participe avec Ariane Nouchkine à la fondation du Théâtre du Soleil. Avant d'être une gueule de cinéma, c'est un homme de mots. Au début des années 70, Truffaut, Sauté et Piala lui donnent ses premiers rôles. Sa peau, sa voix et son regard donnent l'impression que chaque personnage vient de traverser une catastrophe hors champ. Avec Nathalie Baye, ils forment un couple admiré du cinéma français. Ils vivent ensemble pendant près de 10 ans. Lorsque leur relation se termine au début des années 80, Léotard possède le talent, la reconnaissance et désormais un César. Il devrait pouvoir choisir ses films. Mais les assurances commencent à avoir peur de lui. L'alcool, la cocaïne et les médicaments ne sont plus des secrets de soirée. Ils rendent les horaires incertains, la santé fragile, les tournages risqués. Pour engager un acteur principal, une production doit pouvoir assurer le film. Lorsqu'un homme peut être hospitalisé, disparaître ou arriver incapable de travailler,
Son talent cesse d'être la seule question. Les propositions diminuent. Après La Balance, Léotard aurait pu occuper pendant 20 ans la première place du cinéma français. À la place, il devient cet acteur dont on parle au conditionnel. Immense s'il vient, bouleversant s'il tient, génial si le corps lui laisse encore une journée. Léotard ne cache pas sa destruction. Il la raconte, l'écrit, la défie. Dans Portrait de l'artiste au nez rouge, publié à la fin des années 80, il chronique son rapport à l'alcool. Il demande « à quoi bon guérir, puisqu'on ne guérit pas de la vie ?» La formule est magnifique. Elle est aussi exactement le genre de phrase qui peut transformer une maladie en destin littéraire et rendre le soin presque honteux. Il survit pourtant plusieurs fois. Il racontera qu'au cours d'une overdose, son cœur s'est arrêté avant qu'il ne revienne. Dans les interviews, on le voit diminuer, la parole lente, puis soudain traversé par une intelligence intacte. Le public ne sait plus s'il regarde un entretien ou un homme en danger. Léotard trouve alors une seconde scène, la chanson. Sa voix rappe les mots de Léo Ferré et porte ses propres textes. Mais le corps continue de payer. En 1995, il est condamné à une peine avec sursis dans une affaire de trafic de cocaïne. Les journaux le résument avec 2 étiquettes, alcoolique et drogué. Elles finissent par effacer le professeur, le fondateur de théâtre, l'acteur, le chanteur et le poète. C'est la dernière victoire de la dépendance. Elle ne se contente plus de prendre le travail et la santé. Elle prend le nom entier d'un homme et le remplace par sa maladie. Au cours de l'été 2001, Philippe Léotard est hospitalisé dans une clinique parisienne. Il y reste près de 2 mois. Le 25 août, 3 jours avant son 61e anniversaire, il meurt d'une insuffisance respiratoire. Il avait autrefois répondu qu'il aimerait mourir ivre. Cette phrase est souvent répétée parce qu'elle correspond parfaitement au personnage du poète maudit. Mais les dernières semaines d'une insuffisance respiratoire n'ont rien d'un poème. Elles sont faites d'air qui manque, de gestes médicaux et de proches qui attendent. Philippe Léotard est le dernier de cette histoire parce que chez lui, toutes les lignes se rejoignent. L'alcool, les drogues, le corps, le travail perdu, la fascination du public et les phrases sublimes utilisées pour justifier l'injustifiable. Il disait qu'on ne guérit pas de la vie. Il avait raison. Mais pendant des années, il a confondu vivre avec la lenteur de sa propre disparition.